Vous vous rappelez Brutus, l'assassin de César. Il n'a pas le beau rôle. Il porte les stigmates du parricide, du comploteur ingrat, finissant par frapper d'un coup fatal son père adoptif, qui, incrédule et dépité, l'interpelle dans un dernier soupir, « Toi aussi, mon fils ». Dans sa divine comédie, Dante loge Brutus dans l'antre de Lucifer, formant un couple avec Judas Iscariote, c'est vous dire. Pourtant, il passa de son vivant pour l'incarnation de la vertu. César, qui d'habitude se méfiait des professeurs de vertu, surtout s'ils étaient raides et émaciés, avait fait pour lui une exception, car César redoutait les maigres. Ce ne sont pas les gens gras et bien peignés que je crains, mais ces hommes maigres et pâles. Il désignait par là Brutus et Cassius, rapporte Plutarque. Shakespeare s'en souviendra, qui prête ce discours à son Julius Caesar. « Je veux près de moi des hommes gras, des hommes à la face luisante, et qui dorment bien la nuit. Ce Brutus là-bas a l'air bien maigre et famélique. Il pense trop. De tels hommes sont dangereux. » Maigreur rimerait donc avec aigreur. Dans la bande dessinée d'Astérix, on le présente comme un frustré qui ne cesse de manier un couteau. César le rappelle à l'ordre. « Brutus, arrête de jouer avec ce poignard, tu finiras par faire mal à quelqu'un. » Le sec Brutus se voyait parmi les héros légendaires, ceux qui renoncent à l'hédonisme trivial pour sauvegarder une morale supérieure. C'est ce que Shakespeare, encore, lui fait énoncer. « César m'aimait et je le pleure. Il connut le succès et je m'en réjouis. Il fut vaillant, je l'honore. Mais il fut ambitieux et je l'ai tué. Pour son amitié des larmes, pour sa fortune un souvenir joyeux, pour sa valeur du respect et pour son ambition la mort. » Les lettres de Cicéron, qui admirait Brutus, nous permettent de discerner un individu complexe, torturé, qui prétendait descendre de ce Lucius Brutus, celui qui, après le viol de Lucrèce, avait renversé le dernier roi de Rome, Tarquin le Superbe, en 509 avant Jésus-Christ. Notre Brutus, à nous, entendait répliquer l'héroïsme de son aïeul supposé, refusant monarchie et tyrannie. Plutarque en trace un portrait tragique et flatteur, qui ne correspond pas à ce que la prospérité en a retenu. Il raconte la vie d'un orphelin, passionné de philosophie, lecteur de Platon, écrivant un puissant traité sur la vertu, admiré de tous, brave et réfléchi, et contraint, au fond, de fomenter son coup d'État pour sauver la pureté de l'idéal qu'il habitait. Mais après le meurtre, le vertueux Brutus ne sait plus rien faire de concret, car la vertu a les mains pures, mais elle n'a pas de main. Elle est désemparée quand elle atterrit dans le réel. Brutus pensait que le sang versé suffirait à fertiliser un ordre nouveau, mais le voilà réduit au rôle infécond de césaricide, de paria condamné à l'errance. Il s'enfuit en Grèce, où Marc-Antoine le poursuit et l'écrase avec ses derniers fidèles lors de la bataille de Philippe en Macédoine. Vaincu, Brutus se suicide en se transperçant de son propre glaive le 23 octobre 42, s'écriant théâtralement « Vertu, tu n'es qu'un nom ». Tardive lucidité. Le résultat de ce bel exploit fut une guerre civile redoublée, une monarchie sans partage qui dura 4 siècles. Et Victor Hugo n'a pas tort de comparer la vertu de Brutus à la folie de Néron, toutes deux nuisibles, car toutes deux déconnectées de toute réalité. Et César avait raison de craindre
cette certitude nocive, cette exaspérante énergie des vaticinateurs de la vertu, fabricants de malheur. Les révolutionnaires édifiants sont sûrs d'eux, intrépides, fanatiques, résolus. Mais ce sont ces dogmatiques, épanouis, fanfarons, qui n'ont semé que sang et larmes. Car chacun sait que la vertu et la politique ont du mal à coïncider. Tout le monde aspire au bonheur, à la justice, à la liberté. Mais ces bons sentiments ne font pas un programme politique. À l'inverse, l'art de gouverner suppose une part d'artifice, de cynisme, de dissimulation. Machiavel nous a assez dit qu'un homme politique doit pouvoir n'être pas bon et que sa vertu compte moins que sa ruse. L'intérêt général, ou ce qui est supposé tel, pour celui qui veut le pouvoir, doit l'emporter sur l'idéal. Il n'est pas inutile qu'un homme politique soit honnête, généreux, cultivé, compatissant, mais ses vertus ne garantiront pas sa bonne gestion. Le pouvoir ne revient pas non plus, forcément, à ceux qui savent, les experts, les savants, les technocrates, ni à ceux qui prêchent l'angélisme. Ainsi, dès que l'histoire bascule, les Brutus reprennent la main. Les grands moralisateurs, et qui reprend la main, reprend le pouvoir, rarement pour le bonheur des braves gens. Tous les dictateurs manièrent un verbe de prêcheur, charismatique. On l'a vu chez nous, par exemple, lors de la Révolution française. Des hommes comme Danton, Mirabeau, Robespierre remâchaient les mots latins de Brutus. Vertu, raison, peuple, patrie, morale, devoir, démocratie, volonté générale. Ils s'enivrèrent ainsi du droit de tuer, puisqu'ils aimaient l'humanité et non pas les hommes. On croit entendre encore le cri de Chénier montant sur l'échafaud. « Toi, vertu, pleure si je meurs. » La liste est bien longue de ces vertueux professionnels qui, au nom de la morale, ont édifié des utopies politiques qui ont mal tourné, de Savonarola à Robespierre et de Lénine à Pol Pot. Et je ne dis rien des religions, sans même exhiber ici leur hideuse et mortifère version fondamentaliste. L'histoire du monde est jalonnée de vertueux criminels et de croyants assassins. Nous sommes donc échaudés, au point que le mot « vertu » s'est un peu défraîchi. Il est même tourné en dérision. Dire d'une personne qu'elle est vertueuse, c'est la faire passer pour un bonnet de nuit, ou pire pour un tartuffe. Surtout si elle s'adonne à la bonne conscience activisme, à cet altruisme dit citoyen, des cosmopolites qui vont chercher loin de leur pays des devoirs qu'ils dédaignent d'accomplir chez eux, comme dit Jean-Jacques Rousseau, et qui ajoutent « tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins ». Mais paradoxalement, si le mot « vertu » s'est démodé, il n'en va pas de même pour ces manifestations. Rien n'est plus répandu que le moralisme. Il prend diverses étiquettes, l'humanitaire, le rejet de l'exclusion, l'ouverture à la diversité, la repentance, le devoir de mémoire. Jamais le règne de la vertu n'a été apparemment si oppressant. Nous sommes obsédés de solidarité, de droits de l'homme, de tolérance. La repentance et la confession publique tournent à la manie, parfois concernant un obscurantisme d'antan ou des horreurs disparues, comme l'Inquisition ou l'esclavage. Ce décalage entre pratique privée et proclamation publique était déjà dénoncé chez les anciens. Chez les Romains, la virtus était moins une conduite privée qu'un respect pratique de la morale collective, une conscience partagée qui permettait aux citoyens d'être unis dans l'accomplissement d'un destin commun. En ce sens, elle était complémentaire de la fides, la loyauté, ce fondement de la citoyenneté romaine. L'étymologie l'indique d'ailleurs. La virtus, c'est la qualité du vir, du viril, de l'énergique, du courageux, celui qui est prêt à soumettre sa vie personnelle aux nécessités vitales de la cité. Voilà pourquoi la notion fut divinisée à Rome. Elle avait vertu, avait son temple, tout comme honneur et victoire. Et les Romains exaltaient des modèles de vertu,
souvent cités dans leurs discours. Leurs héros combattants, les Cincinnatus, Horatius Coclès, Mucius Scaevola et Allii, en sont tous l'incarnation, selon Red de Code de l'honneur que le théâtre cornélien ressuscita dans Horace, par exemple. On pense aussi à Caton l'Ancien, aux mœurs austères, tout dévoué à la République, hostile aux sensualités venues du Midi ou de Grèce, qu'il considérait comme une corruption fatale. La virtu, c'était donc physique, civique, militaire. Elle dut évoluer notamment sous l'influence de la pensée philosophique grecque. Les stoïciens et les épicuriens, chacun à leur manière, virent dans la vertu un ressort éthique intime, un retrait, une abnégation qui conduit à la vraie sagesse. Le vertueux est celui qui arrive à la maîtrise de soi et partant à la liberté. Dans le même esprit, les Romains couplaient également virtus et fortuna, fortune, la chance, le hasard. L'homme attaché à la droiture doit tout de même apprendre à composer. Il lui faut dompter les accidents de la vie et les désordres de l'histoire, faute de quoi il se trouverait livré aux aléas et perdrait sa vertu. C'est un parallélisme que reprendra Machiavel dans Le Prince. Le souverain sait que les accidents impromptus de l'histoire sont une entrave à son action. La virtu consiste à dompter ces imprévus, ou plutôt à les utiliser comme autant d'opportunités. Les chefs de guerre, les grands politiques sont des virtuosi, ce sont des rusés qui savent manier les événements, les faire basculer à leur avantage en combinant le calcul et le risque. On voit se dessiner alors un grand champ sémantique, un mélange d'héroïsme et de cynisme, la virtus devenant la qualité majeure des manipulateurs, des audacieux, car la chance ne vient qu'aux hardis, audaces fortuna iuvat, et aux déterminés, quoi qu'il arrive. Nous sommes loin désormais de ces opinions tranchées. La Rochefoucauld, entre autres, nous a appris que les frontières sont floues entre l'affichage de nos vertus et le jeu de nos intérêts. C'est peut-être par là que la belle virtus romana s'est démodée. Déjà Horace lui préférait une précieuse modération, aurea mediocritas. Nous privilégions cet entre-deux que suggérera Molière dans son Misanthrope. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Il faut, en ce bas monde, une vertu aimable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La vertu est moins glorieuse. Cette voie moyenne que Montaigne suggérait est moins glorieuse aussi. Mais Montaigne savait que les plus fous sont les plus résolus et que, contrairement à la sourcilleuse vertu des excités du bien, elle n'a fait le malheur de personne. Il est vrai que notre temps a matière au remords et à la contrition. Les crimes et les exterminations y ont grossi comme jamais, sans que le progrès de la culture et des techniques en ait atténué l'extension et l'horreur. Et pire encore, c'est au nom de la vertu que ces atrocités furent perpétrées, suscitées par des utopies politiques insanes qui promettaient la félicité de l'espèce humaine, quitte à commencer par l'asservir et la martyriser. Le XXe siècle a poussé aux pires extrêmes l'adage selon lequel la fin justifie les moyens. Même des intellectuels éclairés ont pu se montrer menteurs, vils, immoraux, injustes, serviles, quand il s'agissait de défendre une cause dont ils refusaient de voir la perversité, le communisme et ses variantes maoïstes en particulier. Ainsi, l'idée machiavélienne selon laquelle la politique doit se dispenser de la morale est devenue un lieu commun. Hélas, car la plupart des électeurs soupçonnent leurs dirigeants d'immoralité, voire de vénalité. Un mot de Tacite encore, ce qu'il faut craindre, ce n'est pas la vue de l'immoralité des grands, mais c'est celle que l'immoralité permettrait d'atteindre à la grandeur. Et encore parmi les États du monde, les pays européens font-ils partie d'une minorité où la corruption ne soit pas au centre du système de gouvernement? À l'échelle planétaire, les crises, le sous-développement, les détresses diverses ont souvent pour origine la corruption des hommes de pouvoir. Bref,
au cas où vous l'ignoriez, ce n'est pas la vertu qui mène le monde. Relisons Tacite une dernière fois. Chez lui, l'idéalisme ne résiste pas à la lucidité. La plupart du temps, les raisons profondes qui motivent les actions des hommes ne sont ni nobles ni honorables. Les satellites du pouvoir, ministres, favoris, flatteurs, familles, semblent guidés par des appétits, des intérêts privés, où la vertu ne joue aucun rôle, et ils contribuent à la dégradation générale. Tout est ainsi avili et dénaturé. Souvent issue de familles plus neuves que nobles, cette élite aspire à parvenir pour se servir. Tacite parle d'ambition perverse, quand se ruent dans l'esclavage des consuls, des patriciens et des chevaliers. Ruunt in servitudinem. Pourtant, Tacite ne désespéra jamais de la vertu. Il ne perdit pas courage. Relisons la préface des Histoires. Tacite récapitule les calamités qui se sont abattues sur Rome depuis la mort de Néron. Assassinats successifs de tous les empereurs, rébellions dans les provinces, catastrophes naturelles en Italie, incendie du Capitole, aristocratie décimée, ordre social bouleversé, etc. Mais aussitôt, il dit sa raison d'espérer, car dans cette confusion émergent partout des exemples d'héroïsme et de vertu, des mères qui partagent volontairement le sort de leurs fils proscrits, des épouses qui suivent leur mari dans la mort ou dans l'exil, des esclaves fidèles à leur maître jusque dans le supplice, des belles figures humaines dignes et stoïques face à la mort. Ainsi, comme par une volonté d'impartialité, ou pour éviter le pessimisme qui est si monotone, Tacite émaille son œuvre de vertus saillantes. Il cherche les traces du bien et de la vertu, même si elles sont souvent la marque des êtres démodés, de ceux qui finiront mal, comme s'ils étaient inadaptés au monde réel. Ainsi, la pensée des anciens ne céda pas au défaitisme. Tout en ayant conscience des calamités de l'histoire romaine, ils virent un signe du destin dans la résistance de Rome à tant de désastres et d'infortunes. Enfin, ils distinguèrent ce qui sous-tend cette ténacité, la vertu des honnêtes gens. Pas celle des grands hommes, celle des anonymes. Les catastrophes politiques sont finalement l'écume des jours, absorbées par la force du destin. Cette théorie héroïque, historique romaine rejoint une idée ancestrale sur la vie des hommes. Ils ne grandissent que dans l'obstacle ou les revers. L'épreuve forge le mérite et la puissance. Les stoïciens pensaient que si la divinité punit les hommes, ce n'est pas par méchanceté ou par colère, mais c'est pour encourager au rebond et à la vertu. Les moralistes latins considéraient que si la Providence avait comblé la créature de tous les bonheurs et de toutes les félicités, elle l'aurait conduite au relâchement, au vice, à la chute. Alors revenons au vertueux Brutus, initiateur de catastrophes. Il eut peut-être sa revanche malgré tout. Son crime sema un désordre épouvantable et des abus de pouvoir sanglants. Mais ce fut un châtiment passager, un chaos nécessaire pour qu'émerge enfin l'accalmie et la renaissance, celle de la paix augustéenne, chantée par Virgile ou Horace. Ce débat sur la nécessité de Rome de braver ses adversaires afin de fonder et sauvegarder son idéal n'était pas nouveau. Vers 150 avant Jésus-Christ, vous vous souvenez que Caton exigeait comme une obsession qu'on détruise Carthage, l'ennemi héréditaire. À quoi Scipion Nasica objectait que, faute d'un rival, Rome péricliterait. Comme dans les tragédies grecques, l'excès de confiance en soi conduit tout droit à la catastrophe. De l'audace en l'entêtement, il n'y a qu'un pas. Prenons cet adage pour une consolation. S'il est vrai que la vertu publique est une nécessité qui finit par renaître au bout des antagonismes, des désordres, des brutalités, des chambardements, gageons que son règne arrive. Je vous remercie de votre attention.
Avant de clore la séance, j'invite les lauréats et le public présent sous la coupole à suivre les indications qui leur seront données dans la cour d'honneur pour rejoindre les salons où aura lieu cette année la réception de Madame le secrétaire perpétuel. En effet, les mesures de sécurité prises dans le cadre de l'état d'urgence ne nous permettent pas d'utiliser la salle Comtesse de Caen, comme d'habitude, qui est située sur le parvis du Palais, où sont ordinairement accueillis les invités de l'Académie. Vous serez guidés. La séance est levée.